Alors, bienvenue à cette activité du CRISIS en ce vendredi estival. Nous accueillons Simon Claus. Simon est titulaire d'un doctorat de la faculté de communication de l'UQAM, donc d'ici même. Il est directeur des affaires publiques et de la recherche à l'ADISC et chercheur associé au CRISIS. Il s'intéresse à l'étude des industries de la culture et de la communication avec une approche d'ordre socio-économique. Alors aujourd'hui, Simon va nous parler de l'adoption du projet de loi C11, une longue série à rebondissements. Je vais lui passer tout de suite la parole. Étant donné que notre événement est à la fois en présence et à distance, vous nous excuserez s'il y a de temps en temps de légers problèmes techniques. On a commencé avec un petit peu de retard, mais c'est aussi pour des raisons techniques. Voilà. Écoute, Simon, c'est avec grand plaisir que je te passe la parole. D'accord. Parfait. Merci, Eric. On va y aller. Et je suis en train de me dire que je ne partage pas le bon PowerPoint. On part bien. Ça a été Non. Excusez-moi. C'est bon. Oui, c'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé et qui a fait l'objet de plusieurs présentations, mais évidemment, je l'ai adapté à mon auditoire. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est quelque chose quand même assez descriptif de quelqu'un qui a vécu les différentes étapes qui ont mené à l'adoption de cette loi. Donc, tout au long de ce processus de modernisation de la loi sur la radiodiffusion et qui, moi, je pense, peut être une première étape à des discussions futures, à des recherches futures. Mais là, c'est vraiment pour vous faire un premier bilan, en fait, de l'adoption de cette loi avec un regard, qu'on va dire, très situé. Rapidement, le plan de la présentation, l'idée, c'est de vous faire un rappel quand même rapide sur les fondements de cette loi sur la radiodiffusion pour les personnes qui seraient moins familières avec celle-ci. Différentes étapes qui ont mené de l'ordonnance d'exemption, je vais y revenir, à l'adoption du projet de loi C11. Et ensuite, les différents principes qui sont posés dans cette loi avec, on va le voir à certains moments, peut-être les enjeux qui ont été soulevés dans ce cadre-là, les débats qu'il y a pu y avoir. Puisque, comme l'a dit Eric, ça a été un projet à fort rebondissement. Rapidement, ça, c'est les définitions qu'on trouve dans la loi sur la radiodiffusion, mais quand on entend radiodiffusion, on pense essentiellement, jusqu'à dernièrement, à la radio et à la télévision. On va voir que maintenant d'autres entreprises s'intègrent à cette définition de radiodiffusion, mais c'est l'idée d'une transmission à l'aide d'ondes radioélectriques et de tout autre moyen de télécommunication d'émissions encodées ou non destinées à être reçues par le public. On voit quand même que même par Internet, ça fonctionnait quand même. Cette définition, elle n'a pas évolué. Et on parle d'émissions qui sont les sons ou les images ou leur combinaison destinée à informer ou divertir. Donc, quand on parle d'émissions, souvent, on entend production audiovisuelle ou pièces musicales. Donc, la loi sur la radiodiffusion, ça remonte aux années 30. En fait, c'est en 1928, il y a une commission qu'on appelle la Commission royale d'enquête de la radiodiffusion au Canada qui est créée et qui rend un rapport qui, là je cite, réclame l'intervention du gouvernement fédéral pour contrer le jeu des forces commerciales préjudiciables à l'éclosion et à la sauvegarde de l'identité canadienne. Elle prescrit alors la création d'un système étatique pouvant susciter un esprit national et rendre compte de l'essence de la citoyenneté canadienne. C'est l'idée qu'on est dans un moment où on a, même si la technologie radio était très présente au Canada, finalement, on voyait les ondes
canadienne qui était envahie par des émissions américaines. Et là, ça suscitait un enjeu en termes, on va dire, de souveraineté culturelle, comme on l'a nommé. Donc, la première loi canadienne est adoptée le 26 mai 1932 qui crée la Commission canadienne de radiodiffusion qui deviendra plus tard Radio-Canada en 1936. Et en fait, la loi canadienne de radiodiffusion établit pour la première fois le principe selon lequel le système doit être canadien en contenu et en caractère. Et donc, cette loi s'affirme comme un outil de souveraineté culturelle au service de la construction et de l'identité canadienne. Là, je vous ai mis une citation, mais que c'est l'idée que alors que se forme l'État canadien dont l'autonomie ne sera reconnue qu'avec le statut de Westminster en 1931, le gouvernement fédéral commence à élargir son champ d'activité et met de l'avant un projet centralisateur, la création d'une identité canadienne par opposition à la culture populaire américaine et à d'autres formes d'affirmation nationale. Ça aussi, c'est important de noter, c'est-à-dire qu'on est en quête d'affirmation identitaire par rapport notamment à au Royaume-Uni, par rapport aux États-Unis, on veut se démarquer de ça, mais également par rapport à certaines formes d'affirmation nationale. C'est l'idée de tisser une identité qui est quand même une vision assez homogène du Canada. On va voir ça au fur et à mesure de certains débats sociaux. Il y a des notions qui vont apparaître dans la loi, comme les questions de diversité, comme la question des peuples autochtones, qui vont petit à petit faire leur apparition. On est dans quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, cette idée de nationalisme technologique et culturel. Comme, puis là, ça, je suis précise, donc je peux citer Harold Innis, mais l'idée qu'on a retrouvé cette logique avec la mise en place du chemin de fer, avec la mise en place du télégraphe, c'est l'idée qu'on cherche à construire un Canada qui cherche notamment à s'émanciper, entre guillemets, des empires britanniques et états-uniens. Là, vous avez une autre citation, l'idée que sur la relation entre le politique et communication au Canada, avec cette idée de distinction. De la couronne britannique, du voisin du Sud et l'idée d'unification de l'intérieur de l'espace national. Là, j'avais mis une vidéo. C'est mon fait de faire Winnipeg, Calgary. Ça intéresse personne, ce calice. Un feu à Thunder Bay ou un accident de char à Montreal. Tout le monde fait un cri. On vend le tabarnak qui neige à Terre-Neuve, ou qui tombe la merde en Colombie-Britannique. Le monde veut savoir ce qui se passe ici. Je suis d'accord avec vous, M. Cobb, il n'y a rien de très excitant là-dedans, mais il faut quand même donner aux Québécois l'impression qu'ils sont chez eux partout au Canada. C'est la stratégie de M. Trudeau. Faire peinture par M. Chrétien. Ah, mais ça coûte une fortune, puis c'est plate. Vous avez parfaitement raison, M. Bourgeois. Si je peux me permettre, on est à Radio-Canada pour faire de la formation, pas de l'information. Comment dit ça? Oui. Notre mandat, ce n'est pas d'informer le public, mais bien de le former. Ou par exemple, la vidéo de l'océan. La température n'a même aucune importance, c'est le cadre de ce qu'il y a là. Parce que ce qui est content, c'est de vendre le Canada. Ça se passe. Voilà, c'est une petite illustration. Ce qu'on va voir au fur et à mesure du temps, c'est évidemment des évolutions législatives qui vont être liées à des transformations d'ordre technique, à des évolutions d'ordre socio-économique. L'apparition de la télé, par exemple, va entraîner le développement de la loi sur la radiodiffusion de 1958. L'apparition de la câblodistribution va amener d'autres évolutions législatives. En 1958, d'ailleurs, il y a une nouvelle institution qui est créée, qui est le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion, en fait, qui vise à administrer les licences, parce qu'avant, on avait un monopole étatique, puis on fait rentrer des privés, donc il faut leur attribuer des licences. Bureau qui deviendra en 1968 le CRTC, qui évoluera au fur et à mesure du temps, et donc la dernière loi en date jusqu'à récemment, qui était la loi de 91. Rapidement, qu'est-ce que dit cette loi? Puis ça, c'est l'article, ce qu'on appelle l'article 3 de la loi sur la radiodiffusion, qui est la politique canadienne de radiodiffusion, qui énonce
les principes généraux qui doivent guider les décisions réglementaires en matière de radiodiffusion. Il faut savoir que la loi sur la radiodiffusion est une loi habilitante, c'est-à-dire qu'elle pose des principes, elle fixe des objectifs et ensuite c'est au CRTC, donc un tribunal administratif autonome, qui est chargé de mettre en œuvre cette loi avec différents règlements. Donc, qu'est-ce qu'elle disait à cette époque, la loi? C'est qu'elle déclare que le système canadien doit être de propriété canadienne, ça c'était un élément fondamental, contribuer de la manière qui convient à la création et à la présentation d'une programmation canadienne, faire appel au maximum aux ressources canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation, puis refléter l'égalité des droits avec des éléments, comme je l'ai dit, qui vont se rajouter au fur et à mesure du temps, la reconnaissance du principe de dualité linguistique, le caractère multiculturel et multiracial de la société, la place particulière qu'occupent les peuples autochtones. Avec ce dernier paragraphe intéressant parce qu'on le voit aujourd'hui, la dernière mouture de la loi a encore renforcé ces aspects. Ce n'est pas cité ici, mais il y a un autre élément qui est présent dans cet article 3, c'est le mandat de Radio-Canada. Le mandat de Radio-Canada est défini dans l'article 3 de la loi sur la radiodiffusion, notamment le fait de devoir éclairer, divertir. Et c'est ça, comme on s'est dit, c'est que la société de radiodiffusion, la société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, doit offrir des services de radiodiffusion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit, avec des spécificités, notamment faire un appel encore plus important à des contenus canadiens. Bon, vous l'avez dit d'une autre façon ici, c'est un PowerPoint qui sera accessible, je vous l'ai mis comme ça, mais c'est Pierre Trudel, lui aussi, qui revient sur l'article 3 et qui définit les grands éléments justement de cet article 3. Comment ça se traduit notamment concrètement? Je vous l'ai dit, la loi sur la radiodiffusion est une loi habilitante par le CRTC qui l'a mis en œuvre et ce qu'on a beaucoup vu, ce qu'on a vu au fur et à mesure du temps, c'est comment il a mis en œuvre cette loi, c'est avec des obligations en matière de présentation de contenu et en matière de financement de contenu. Le fait que, ça c'est un article qui est très utilisé, puis on va voir les tensions qu'il peut avoir eu autour de ces 10, c'est l'idée que, comment dire, l'idée que les entreprises de radiodiffusion doivent faire appel au maximum et dans tous les cas de manière prédominante aux ressources canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation. On retrouve les idées de financement et de mise en valeur. Après, le CRTC, lui, décide par exemple 55% de musique sur les radios commerciales aux heures de grande écoute et 65% sur la semaine de radiodiffusion. C'est le CRTC qui les définit dans ces cadres réglementaires. Le fait que les radios commerciales doivent financer à hauteur de 0,5% de leurs revenus divers fonds, qui sont des fonds comme Musique Action, qui vont servir à financer la production musicale, c'est le CRTC qui le définit. Pareil en matière de télévision. Vous avez par exemple des catégories d'émissions qu'on appelle les émissions canadiennes. Donc, il y a des obligations de dépenses aux émissions canadiennes. Il y a en plus de ça des émissions particulières qui sont les EIN, les émissions d'intérêt national. Mais là, par exemple, en général, les télévisions comme les chaînes de Bell ou de Québécois doivent consacrer 40% de leurs revenus sur des dépenses en émissions canadiennes et 18% en particulier sur des EIN. Ça, c'est des obligations concrètes que met en œuvre le CRTC. Ça a été revu pendant les audiences parlant télé, par exemple, parce qu'il y a des systèmes d'audience, l'idée que en soirée, par exemple, aux heures de grande écoute, on a 50% de contenu canadien. Avant, c'était toute la journée. Ils se sont juste concentrés sur la soirée, puis ils ont dit que finalement, ils préféraient une approche sur la qualité plutôt que la quantité, ce qui a fait qu'ils ont plutôt axé sur des obligations de financement. Mais ça, c'est le CRTC qui a, à sa discrétion, ajuste ces choses-là. Vous avez aussi la fameuse obligation pour les entreprises de distribution et de radiodiffusion de reverser 5% de leurs revenus bruts à des fonds. 80% vont au fonds des médias sur ce 5% et le 20% restant sont pour des fonds dits indépendants. Mais, je l'ai un peu énoncé, donc c'est que
là, c'est l'article qui dit que le CRTC se voit assurer la réglementation du système de radiodiffusion et la surveillance. Il y a quand même un petit paradoxe là-dedans, c'est que le CRTC est à la fois le législateur là-dedans, celui qui régule, puis celui qui surveille, et le juge, en quelque sorte. Donc, différents pouvoirs, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il établit des politiques réglementaires, il octroie et il renouvelle des licences. Il faut savoir que le système de radiodiffusion canadien est mixte, c'est-à-dire qu'il y a un radiodiffuseur public, donc qui est Radio-Canada, qui a des obligations spécifiques à ce titre-là. Et à côté de ça, il y a des entreprises qui sont privées dans la mesure où elles appartiennent à des particuliers, mais qu'elles sont d'utilité publique en raison du service qu'elles rendent et en raison du fait qu'elles utilisent des ondes publiques, donc qui appartiennent à l'État. Et ont des choses à rendre, des comptes à rendre à ce niveau-là. Depuis 1999, en fait, il y a des entreprises de radiodiffusion, donc qui rendent un service de radiodiffusion, qui sont exclues de la loi. En fait, en 1999, il y a le CRTC qui a rendu une ordonnance qui est ce qu'on appelle l'ordonnance d'exemption relative aux nouveaux médias à l'époque, qui après est devenu médias numériques. À l'époque, le CRTC a justifié son choix par rapport à en s'appuyant sur plusieurs raisons. Déjà, la première, puis on voit qu'elles ont vieilli quand même, c'est que ces entreprises n'avaient pas d'effet sur le système de radiodiffusion. L'un des enjeux aussi, c'est défini dans la loi, c'est que le CRTC peut exclure des entreprises dans la mesure où elles n'ont pas d'impact sur le système de radiodiffusion. Une petite radio, une petite télévision n'a pas forcément d'obligation de financement parce qu'elle est encore petite, on veut lui laisser la possibilité de se développer. Et ça n'a pas de gros effets sur le système de radiodiffusion. Un argument qu'on a beaucoup retrouvé avec Internet, c'est l'idée que les forces du marché assurent une présence canadienne. C'est l'idée que finalement, tout le monde peut mettre ce qu'il veut sur Internet et on a accès à ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas besoin de réguler parce que si on veut aller chercher du contenu canadien, il s'y trouve. Une rhétorique aussi très présente, c'est l'idée qu'il ne faut pas nuire à l'innovation, on est au développement d'Internet, donc on ne veut pas mettre des bâtons dans les roues à cette technologie et on ne veut pas non plus nuire aux usages qui y sont liés. Le dernier point, qui était peut-être un des enjeux les plus importants, c'est la question de la propriété des médias canadiens. On se souvient, pour justement émettre au Canada, il faut être de propriété canadienne. Vous avez un exemple célèbre en matière musicale et de radio, c'est SiriusXM. SiriusXM, c'est une radio par satellite. En fait, le CRTC avait considéré qu'il n'y avait pas la technologie possible au Canada pour avoir une radio satellite canadienne et ils ont fait un appel d'offres. Sirius et XM à l'époque, qui étaient deux radios satellites distinctes, qui étaient américaines, ont gagné, entre guillemets, cet appel d'offres et sont venus au Canada. Mais ils ont eu l'obligation de créer des filiales canadiennes pour dire qu'il y a un siège social au Canada. Donc, Sirius XM a une filiale canadienne et c'est comme ça qu'il a pu émettre au Canada. En 2009, l'ordonnance d'exemption est réaffirmée selon les mêmes logiques. Et en 2012, elle change juste de nom pour devenir de médias numériques, avoir l'air un peu plus moderne. Petit à petit, le CRTC s'est quand même dit qu'il manquait quelque chose, notamment en voyant la place que prenaient ces entreprises. Et en fait, en 2009, quand elle est réaffirmée, l'ordonnance d'exemption, il y a quand même un article qui est ajouté et qui dit que, en fait, le Conseil... que toute entreprise de radiodiffusion de médias numériques doit fournir au Conseil, donc au CRTC, de l'information dans le but de surveiller l'évolution du secteur de la radiodiffusion. Donc, en gros, c'est-à-dire que c'est dit dans cette disposition, c'est qu'on peut mettre quand même des dispositions dans une ordonnance d'exemption. Ces entreprises-là sont exemptées
de la loi sur la radiodiffusion et des obligations afférentes, mais toutefois, si le CRTC leur demande des informations pour, dans le cadre de son mandat de surveillance pour comprendre l'évolution du système de radiodiffusion, ils doivent donner ces données. On parle de données sur leur activité, que ce soit le nombre d'abonnés au Canada, les revenus, ainsi de suite. En fait, il y a eu un célèbre épisode pendant les audiences de Parlons Télé. Donc là, le CRTC révisait sa politique sur la télévision et justement a demandé à l'époque, c'était Google, Netflix et Disney, des données sur leur activité au Canada. Ces entreprises leur ont dit non, tout simplement. Le CRTC il a dit « Ok, je vais me fâcher. Si vous ne nous donnez pas ces données, eh bien, tout ce que vous aurez dit durant l'audience, parce qu'on parle d'audience publique, donc une audience publique, c'est le CRTC fait évoluer ses politiques réglementaires, donc les différentes parties prenantes vont déposer des mémoires, le cas échéant, quand c'est gros, vont témoigner à Gatineau devant le CRTC, puis donc ces différentes représentations sont censées être prises en compte dans l'évolution de la norme. Donc le CRTC a dit, bon, mais puisque c'est comme ça, si vous refusez, je vais gommer vos interventions de ce processus de consultation et votre avis ne sera pas pris en considération, ou vos demandes ne seront pas prises en considération. Ça nous fait une belle jambe. Les audiences ont disparu du site des CRTC, quand on voulait les chercher d'ailleurs, mais ce n'est pas allé plus loin. En 2018, ils ont aussi renvoyé des lettres, à l'époque c'était Spotify, Netflix, Google, Amazon, Facebook, Apple, pour avoir l'accès à de l'information. Puis là encore, on n'a jamais vu cette information. Donc, on le voit aussi dans le rapport de force qui se dessine, hein, même si le CRTC voulait réguler, parce que, outre cette question de la propriété des médias, normalement, il avait tous les pouvoirs pour réguler. Puis même la propriété des médias, il y a des juristes qui expliquaient qu'il y avait, justement, en proposant une exemption sur cette propriété, on pouvait quand même les réguler, mais on voit aussi que la balance dans le rapport de force était largement déficitaire, hein, pour le CRTC. Donc, il y a un premier projet de loi qui est déposé il y a maintenant 2 ans et demi, qui est le projet de loi C10 avec Stephen Guilbeault, qui était le ministre du patrimoine à l'époque, qui visait plusieurs éléments. Le premier, évidemment, c'est l'inclusion de la radiodiffusion en ligne. Donc, l'idée que la radiodiffusion en ligne tombe vraiment sous la portée de la loi. Là, on l'affirme clairement. Il y a d'autres éléments, puis ça, on y reviendra, hein, mais mieux refléter les cultures autochtones, les personnes handicapées et la diversité du Canada. Et ensuite, c'est l'idée qu'on dit spécifiquement dans la loi, les entreprises de radiodiffusion en ligne sont assujetties à la loi sur la radiodiffusion, mais également, on va le voir, on dote le CRTC de pouvoir pour réguler ces entreprises. Ça, c'est un extrait d'un briefing technique, hein, qu'on a vu lors de la présentation de la loi C10 par les fonctionnaires justement de Patrimoine Canada. Puis, c'est les objectifs généraux qu'on retrouve avec C11. On va voir que C10 va tomber, puis je viendrai après sur ce contexte-là, comment c'est tombé, mais tomber au feuilleton parce qu'on part en élection. Et puis, on revient avec C11 et un nouveau ministre. Il y avait un choix clair aussi dans sa ministre, et on s'est dit, on prend un ministre qui a de l'expérience, qui a les épaules, parce qu'on arrive aussi dans une période de mandat où on veut un bilan, il y a des cases à cocher, et c'est comme ça que Pablo Rodriguez a été nommé. On le voit aussi dans la rhétorique du ministre du Patrimoine. On était beaucoup plus sur une rhétorique guerrière. Vraiment, là, on va de l'avant, on ne se laisse pas intimider. Il faut savoir que Pablo Rodriguez, sur sa feuille de route, hein, il avait 3 projets de loi. C11 qui vise donc à moderniser la loi sur la radiodiffusion, C18 dont vous avez sûrement entendu parler parce que ça fait beaucoup parler en ce moment, là aussi on voit d'autres rapports de force, mais qui vise à contraindre certaines plateformes numériques à contribuer au financement de la production journalistique, avec là encore l'idée qu'il y a des ententes entre les journaux et ces plateformes qui, selon plusieurs critères, 6 critères sont mentionnés dans la loi, puis c'est le CRTC qui est chargé d'administrer ces ententes, de vérifier si les ententes marchent bien, puis si ça ne marche pas, ils vont eux-mêmes imposer des ententes.
Donc, on voit qu'il y a beaucoup de travail sur la planche du CRTC. Et le dernier projet de loi, d'après ce qu'on entend, il devrait être déposé à l'automne, c'est celui sur ce qu'ils appellent la haine en ligne. Donc, ce nouveau ministre arrive, il présente son projet de loi. Donc, on retrouve beaucoup l'argumentaire de la souveraineté culturelle. La culture canadienne n'est pas arrivée par accident. On a choisi l'indépendance culturelle. Donc, toute cette rhétorique-là. Le 27 avril, le projet de loi C11, aussi appelé loi sur la diffusion continue en ligne, est adopté. Donc, et puis on va revenir sur les éléments clés de cette loi, mais c'est adopté. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ça veut dire que d'un côté, le patrimoine canadien va émettre un décret qui va donner au CRTC des consignes sur la mise en œuvre de cette loi, c'est-à-dire qu'il y a quand même le principe de décret. On se rappelle, dans la loi, on pose des grands principes, mais après, dans le décret, on peut aller sur des choses beaucoup plus fines. On sait, par exemple, que dans le décret, Patrimoine canadien va demander au CRTC de se pencher sur la définition de contenu canadien. Tout à l'heure, j'ai parlé des quotas, mais les quotas répondent à certaines définitions du contenu canadien, que ce soit en musique avec le système MAPL, donc musique, artiste, production et... Bon, il faudrait que je vous reprenne, on pourrait le reprendre, mais c'est facile à trouver. Et sur, pareil, sur les productions audiovisuelles, un système de pointage avec est-ce que le réalisateur, est-ce que le producteur, est-ce que l'acteur principal est canadien? Puis en fonction du nombre de points, on arrive à se qualifier comme production audiovisuelle canadienne. Parole, le dernier. Oui, parole. Production, MAPL. MAPL pour la musique. Musique, producteur, c'est un jeu de mots en anglais, en fait, pour MAPL. Mais c'est interprète. Artiste, interprète et producteur. Donc, Patrimoine canadien donne des consignes. Le décret, de ce qu'on entend d'ailleurs, devrait sortir la semaine prochaine. On va voir ça. Ça sort dans la Gazette. Il y a 90 jours pour le commenter. Puis ensuite, il est appliqué. On voit par exemple aussi que je pense que dans le décret, va y avoir une disposition de dire on ne peut pas réguler ce que mettent les individus en ligne, c'est-à-dire les usagers. Mais ça, c'est pour répondre justement à certains débats qu'il y a eu autour de cette loi. On va y revenir. À côté de ça, il y a le CRTC qui établit son cadre réglementaire et d'ailleurs, des consultations sont en cours parce que le CRTC va aller extrêmement vite. J'y reviendrai rapidement après. Donc, bon, je vais faire un peu de redite, puis on va repasser des éléments qui vont se recouper, mais comme ça sera clair. C11 arrive avec des objectifs clairs. Le premier, évidemment, celui qui a été quand même assez part, c'est s'assurer que les entreprises en ligne investissent dans le contenu audio et vidéo et le mettent à la disposition des vidéos canadiens, excusez-moi, et le mettent à la disposition des Canadiens. Ça, c'est justement le CRTC qui vient de publier son avis de consultation dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la radiodiffusion, mais on est clairement l'idée on veut assujettir les entreprises en ligne au même type d'objectifs que les entreprises radio traditionnelles. Vous participez au financement de la création et de la production culturelle, audio et audiovisuelle, et vous participez à sa mise en valeur, qui est une demande que porte le milieu culturel depuis assez longtemps, les différentes organisations culturelles, notamment rassemblées, on l'a vu dans le cadre de ces débats législatifs, la Coalition pour la diversité des expressions culturelles a un rôle important. C'était l'idée que le milieu culturel se met ensemble pour faire pression. Donc, on essaie de montrer des zones de consensus, même si sur certains éléments, on a pu voir des dissensions au sein même du milieu culturel, avec ces différentes organisations qui expliquent qu'il y a une baisse de la visibilité des contenus culturels liés au développement des entreprises en ligne. Donc, on le voit lié d'impact sur le système de radiodiffusion et une baisse aussi des revenus.
Par exemple, Musique Action, qui est l'organisme qui finance la production musicale francophone, mais c'est pareil du côté de Factor, ils viennent d'annoncer des baisses parce qu'aujourd'hui, ils composent avec des baisses des revenus qui viennent de la baisse des revenus des radios. Donc, l'idée est que le milieu culturel s'est beaucoup mobilisé depuis plusieurs années sur cette idée d'assujettir les entreprises en ligne à la loi sur la radiodiffusion. On le voit aussi, les radiodiffuseurs qui se mobilisent beaucoup, notamment pour demander plus d'équitabilité, évidemment avec peut-être certaines nuances avec le milieu culturel, puisque eux, on est plus sur une équitabilité à la baisse, c'est-à-dire qu'il faut remettre les choses à l'heure, mais eux, ça va plus être, on veut rétablir l'équilibre, certes en régulant ces entreprises en ligne, mais on veut aussi que nous, on nous baisse nos propres obligations. Vous avez Québecor qui est très actif là-dedans, par exemple, pour justement faire jeu égal avec ces entreprises. Donc, vraiment, l'enjeu phare de cette loi, après, et ensuite, d'autres éléments. Donc, entreprises traditionnelles en ligne doivent contribuer de la manière appropriée à la création, à la production et à la distribution de contenus canadiens et autochtones dans les 2 langues officielles ainsi que dans les langues autochtones. Puis ça, c'est un élément qui est beaucoup revenu aussi, c'est que, puis on va le voir dans la manière dont le CRTC a organisé ces consultations, c'est une première, hein, mais les cultures autochtones sont ramenées au même niveau que culture canadienne. Donc, contenu canadien, contenu autochtone au même niveau, et ainsi que les langues autochtones ramenées aussi au même niveau que la dualité linguistique. Également, d'autres éléments comme les questions de diversité très présentes. Donc, ces objectifs de politique visent également à s'assurer que le système canadien de radiodiffusion répond aux besoins et aux intérêts de l'ensemble des Canadiens, notamment des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d'autres communautés racisées qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leur capacité handicap, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge. D'ailleurs, communauté noire n'était pas présent dans le projet de loi C10 à la base. Il y avait les questions de diversité, le mot diversité et différentes communautés racisées qui étaient déjà présents, mais il y a une forte lobby, notamment du côté anglophone, où justement, il y a certains groupes d'intérêt qui sont structurés pour amener communauté noire dans la loi. C'est intéressant aussi de voir comment la mobilisation de ces différents groupes là-dedans. Évidemment, de l'autre côté, puis ça a été ça aussi comme ça que s'est dessiné les rapports de force, on a vu des plateformes qui avaient tendance à vouloir échapper à cette législation en disant que finalement, ce que voulait faire le gouvernement canadien, c'était venir se mettre entre eux et entre les créateurs et les individus, venir nuire à leur libre choix et avec des projets de loi qui nuiraient tant aux créateurs qu'aux individus. En fait, ce que faisait notamment valoir YouTube, c'est qu'ils allaient décider de qu'est-ce que les gens allaient poser sur YouTube, en disant que si les gens ne posaient pas du contenu qui se conformait aux définitions de contenu canadien, ils ne pourraient pas les mettre sur YouTube. C'était le CRTC qui avait décidé ça. Ensuite, ça allait nuire à la visibilité également des créateurs de contenu, dans le sens où on allait obliger les gens à regarder des vidéos qu'ils ne veulent pas regarder. Donc, forcément, les gens allaient skipper ces vidéos et on aurait finalement l'effet, un déréférencement des contenus canadiens, dans le sens où les individus allaient les skipper, donc ça allait faire, entre guillemets, baisser leurs notes. Donc, ils perdraient finalement en visibilité, ça serait contre-productif. Que ça nuirait particulièrement aux créateurs numériques et qu'en plus, on allait réguler le temps d'antenne, la publicité que peuvent voir les gens, des choses comme ça.
qui est intéressant, c'est que donc YouTube était déjà très présent dans C10. Entre C10 et C11, il y a un autre acteur qui est arrivé dans le débat, qui est TikTok. Là encore, TikTok a dit que le projet de loi C11 était négatif dans le sens où on allait réguler ce que les gens pouvaient mettre en ligne ou ne pas mettre en ligne et que finalement, c'était le lobby d'une vieille industrie de la radiodiffusion et de vieilles industries culturelles qui ne comprenaient rien à ce qui se passait sur Internet. Ça, c'est un groupe qu'on a vu se créer, et notamment sous l'impulsion de TikTok, qui sont un groupe de ce qu'on a appelé créateurs numériques. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire, mais qui s'appelait Digital First. Donc, qui a fait beaucoup de représentations justement dans la deuxième autour de séance pour dire que c'était une loi qui était négative pour les créateurs, en particulier les créateurs numériques. Plusieurs arguments, là encore, un peu ce que j'évoquais, mais que le fait, par exemple, que si le Canada accordait la priorité au contenu local, il est probable que d'autres pays emboîtent le pas au Canada et adoptent des législations similaires, puis ça serait nocif, notamment pour l'exportation. L'argument de l'exportation revient très fort. L'idée, par exemple, aussi, il y avait un argument, c'est que les modifications qui étaient proposées par cette loi créeraient des règles artificielles inutiles pour les espaces numériques où les créateurs se connectent directement à leur public et donneraient un avantage injuste à de vieilles organisations établies. Donc, puis ça, c'est cette mobilisation de ces acteurs-là du numérique, de ce qu'on appelle créateurs numériques, parce que va appeler notamment créateurs numériques le gouvernement, parce qu'il a dit, lui, spécifiquement qu'il ne voulait pas réguler ces créateurs numériques. C'est notamment, on l'a vu par exemple en Europe autour de la directive sur le droit d'auteur, c'est la mobilisation de justement ces acteurs pour aller à l'encontre de ce projet de loi. Il y a des questions qui se posent aussi, c'est justement qui sont, entre guillemets, ce type de créateurs, entre guillemets, numériques, quand on parle de YouTubers, quand on parle de TikTokers. Il y a un enjeu de représentation parce qu'ils pouvaient, à un moment donné, aller, sans le savoir, à l'encontre de leurs propres intérêts. Le fait que, par exemple, il y ait ces plateformes-là qui participent au financement de la création, eux auraient été légitimes s'ils s'affirmaient en tant que créateurs d'aller chercher des fonds pour se financer. On a par exemple eu Frédéric Bastien, c'est un YouTuber québécois qu'on a rencontré, avec qui on a discuté, puis qui nous dit « moi, j'en veux bien de l'argent ». Oui, mais tu es en train de dire qu'il ne faut pas cette législation. Il y a un certain paradoxe. Il y a aussi le fait qu'on est sur, on le voit, hein, j'ai évoqué tout à l'heure les organisations culturelles, les représentations qu'ils ont fait, que ce soit les représentants d'artistes, les représentants de producteurs, mais ces acteurs-là sont en dehors de ce scope. C'est-à-dire que eux, leurs représentants aujourd'hui, finalement, pour eux, ceux qui leur donnent de l'argent, c'est les plateformes. Donc, évidemment, ils vont aller soutenir ce que leur disent les plateformes. Mais donc, c'est de ce type de mouvement de mobilisation qu'on a vu beaucoup sur TikTok et YouTube. Il y a un autre acteur, évidemment, qui est venu dans le débat, qui sont les États-Unis. Notamment sur la fin des débats sur C11, l'idée que plusieurs représentants, notamment la porte-parole de l'ambassade américaine, qui avait dit qu'il craignait que cela affecte les services de diffusion en ligne, et là je cite, « et discrimine les entreprises américaines ». Le mot « discriminer » n'est pas anodin parce que ça fait référence notamment à l'ACEUM, l'accord de libre-échange États-Unis-Canada-Mexique. Et certains disaient, si vous passez ce projet de loi, on va pouvoir aller le contester parce qu'on peut dire que ça discrimine des entreprises américaines. Donc là, il y avait des tensions à ce niveau-là.
Sauf qu'on oublie l'aspect que justement, on est sur des législations culturelles et que normalement, il est reconnu qu'on reste souverain à ce niveau-là. Donc voilà rapidement hein, les débats qui ont pu structurer ce projet de loi. Comment techniquement ça s'est passé, donc cette adoption de la loi sur la radiodiffusion et quels effets il y a? Donc on voit qu'on est sur un assujettissement des entreprises en ligne. Donc le législateur, comme il a fait, il a créé un nouveau type d'entreprise. Puis là, c'est des extraits hein, de la nouvelle loi, mais c'est ce qu'il a appelé des entreprises en ligne. Avec l'idée que ces entreprises en ligne peuvent maintenant être exploitées légalement au Canada sans détenir de licence ou sans être exemptées. Donc, les licences, on est obligé d'être de propriété canadienne pour avoir une licence. Là, on peut être une entreprise en ligne, donc être régulé et on n'est pas obligé d'être de propriété canadienne. Avec l'idée que le Conseil peut réglementer ces entreprises, on va le voir, hein, au moyen de règlements et d'un nouveau pouvoir d'ordonnance qui a été défini dans cette loi. Et puis, la définition d'entreprise en ligne est très simple, hein, entreprise de transmission ou de retransmission d'émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l'aide d'un récepteur. Puis, un peu plus loin, on dit que les entreprises en ligne font partie des entreprises de programmation et radiodiffusion. Donc, ces entreprises en ligne sont assujetties dorénavant à la loi sur la radiodiffusion avec des objectifs définis à l'article 3. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous en ai fait mention, l'article 3.1F est particulièrement important pour le milieu culturel parce que c'est souvent sur celui-là, notamment quand il y a des discussions au CRTC, que s'appuient les différents représentants du milieu culturel en disant que c'est sur cet article-là que se basent notamment les obligations en matière de quotas et en matière de financement. Le fait que les entreprises de radiodiffusion doivent faire appel au maximum ou dans tous les cas de manière prédominante pour la création, la production et la présentation de leur programmation. En fait, le 3.1F a été un peu modifié et il y a un 3.1F.1 qui a été rajouté. Et en fait, on le voit, hein, qui concerne les entreprises en ligne étrangères, qui sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible. Donc, on voit qu'il y a presque la création d'un double standard. Où d'un côté, on voit un mot très fort qui est de manière prédominante, et dans l'autre, c'est dans toute la mesure du possible. Là, il y avait clairement, nous, on se l'est fait dire par le fonctionnaire, c'est que l'idée de on veut prendre en compte la nature de chaque modèle, puis Disney, Netflix nous disent on ne sera jamais capable de mettre en place autant de contenu canadien que vous le voudriez. On ne va pas arriver à 40% de contenu canadien. Disney, ce n'est pas son modèle de production. Donc, il faut que vous preniez en compte ça. Il y a aussi, évidemment, la pression états-unienne qui a eu certains effets. Donc, cet article vient un peu de tout ce rapport de force que j'évoquais tout à l'heure. Même si, on le voit déjà dans le 3.1F, il y avait des dispositions. Comme en mode podcast, c'est la Parce que CRTC. donc, vous avez au maximum et dans tous les cas de manière prédominante, mais à côté de ça, Ouais, je l'ai bougé un peu plus. vous avez quand même une nuance qui est apportée. Attends, ça remplit à comme moins que c'est ça pas trop s'avère long. difficile en raison de la nature du service, dans quel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible. Mais on a vraiment eu cette idée que la pression était tellement forte qu'on remettait ça pour rassurer un peu ces acteurs-là. Puis il y a plusieurs éléments comme ça qu'on retrouve dans la loi qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui sont là pour rassurer certains détracteurs. Non, peut-être tantôt, comme elle arrive, moi aussi, j'ai trop de trucs, c'est juste pour procrastiner. Et donc, vous le voyez, donc dans l'article 3, notamment, qui toujours définit les objectifs, j'écoute le podcast, je en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation. Regarde, tu peux aller voir Eric. On retrouve pour ces obligations de découvrabilité. Un des points qui a fortement fait débat, l'enjeu des médias sociaux. En fait, il faut savoir que, donc je vous l'ai dit, on assujettit les entreprises en ligne, mais dans le projet de loi CI10, au départ,
il y avait une exemption pour les médias sociaux, ce qui est particulier parce qu'on vise un service, une technologie, un service particulier pour une exemption dans la loi, ce qui normalement n'est pas très raccord à aller avec les principes de la loi et l'idée, ce qu'on appelle souvent la neutralité technologique. Donc, le 4.1, l'idée qu'on exempte les médias sociaux. Ça a fait notamment hérisser les poils du milieu culturel en disant nous, ça nous pose problème parce qu'il y a certains acteurs en ligne qui se définissent comme des médias sociaux qui vont faire valoir ça alors qu'ils sont importants en termes de radiodiffusion. En l'occurrence, je parle de YouTube. YouTube, pour le secteur de la musique, c'est la première plateforme d'écoute musicale devant toutes les autres. Donc, il y avait l'idée que si on exemptait de fait les médias sociaux, il y avait un risque d'échapper plusieurs acteurs importants. Et aussi le fait de dire, est-ce qu'on ne va pas très vite se retrouver avec une loi obsolète? Parce que comment vous définissez un média social? Ce n'est pas défini dans la loi. Beaucoup d'acteurs risquent de se prévaloir à un moment donné de cette définition, de dire, nous aussi, on est des médias sociaux au regard de nos technologies, au regard de certaines pratiques. Finalement, et puis il y avait l'idée aussi que le CRTC, dans la mise en œuvre de la loi, doit toujours faire preuve de souplesse et doit prendre en compte la nature spécifique de chaque service, l'impact sur le système de radiodiffusion et le fait de dire que si c'est des individus qui échangent entre eux des contenus, c'est pas forcément, ça n'a pas d'impact sur le système de radiodiffusion en lui-même. Nous, la loi, elle assujettit vraiment ce qui est de la radiodiffusion. Cet article a été supprimé dans le cadre des débats, dans le cadre de l'étude article par article qui passe dans le cadre du comité du patrimoine canadien. Et c'est là que ça a vrillé, en fait. C'est là que les conservateurs se sont mis à dire que finalement, le gouvernement voulait réguler tout ce qui allait être dit sur Internet, voulait contrôler ce que les individus disaient, échangeaient et qu'ils allaient faire preuve de censure. Donc, toute cette rhétorique sur la censure est apparue à ce moment-là. Vous avez un petit exemple là. Donc, je n'ai pas réussi à retrouver la vidéo, mais à cette époque, je m'étais dit, oh, ça servira peut-être, je vais prendre des captures d'écran et ça sert. Mais c'est Erin O'Toole, donc le 4 mai, qui fait une vidéo Star Wars, qui se balade devant le Parlement avec R2 et D2. Donc, Erin O'Toole, à l'époque de C10, qui était donc le chef du Parti conservateur et qui explique à R2D2 que ce qu'il appelle l'Empire, donc le gouvernement canadien, veut faire passer sa loi de censure sur Internet et qu'il ne peut pas partager son aventure intergalactique avec nous. Puis la vidéo est censurée. Je pense qu'on ne peut pas retrouver la vidéo là, mais pas parce qu'il y a eu séance, mais plutôt parce qu'elle contrevient au principe de droit d'auteur et que c'est sûrement Disney qui a fait bloquer la vidéo. Cette entreprise même qui, justement, devrait être assujettie par la loi séance. Bon, puis je vous ai mis pour le fun la réponse de Stephen Guilbeault que l'empereur a deux visages, Palpatine savait comment tremper ses parties. Ça vaut. Et donc, bon, c'est ça, c'est que tous les débats qu'il y a eu autour de ce projet de loi, où beaucoup se sont engouffrés dans la brèche. Séance est revenu avec l'idée que le gouvernement, lui, son but, c'est à un moment donné cocher la case, faire dire on a fait passer ce projet de loi. Donc, il y a eu un compromis avec le milieu culturel et avec l'idée qu'on va mettre en place une exemption à l'exemption. C'est-à-dire qu'il y a une exemption pour les médias sociaux. Toutefois, si l'on a affaire à de la retransmission d'émissions dont avec la retransmission d'émissions qui répond à plusieurs critères. Et ces critères, ce n'est pas des critères exclusifs ou ce n'est pas et ou, mais c'est une carte de lecture pour le CRTC. Donc, il doit vérifier un peu ces critères. Mais si les émissions en question visent à générer des revenus,
Si elles sont également diffusées par une autre entreprise qui, elle, est réglementée. Je m'explique, par exemple, une musique de Taylor Swift, le dernier clip de Taylor Swift qui circule sur YouTube. Si cette chanson, on la retrouve sur Spotify, on le voit qu'on est dans le cadre d'une chanson qu'on retrouve ailleurs. On n'est pas sur un contenu spécifiquement créé pour YouTube. Et si elle possède un identifiant unique, c'est tout ce qui est ISNI, les différents identifiants uniques, par exemple, des chansons. Donc, l'idée, c'est qu'on essaye de cadrer avec une définition qui dit on ne veut pas réguler le contenu amateur, mais quand on est dans le cadre d'un contenu professionnel. Puis, vous le savez, YouTube dans sa trajectoire, certes, il se définissait au début comme un média social, mais a très vite intégré les contenus professionnels musicaux dans sa stratégie. Il y a par exemple la thèse de Guillaume Huguet qui montre très bien comment YouTube s'est approprié les contenus professionnels pour se renouveler. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui aussi avec TikTok, comment TikTok a créé une plateforme de distribution, comment il passe des ententes, par exemple, avec Bell pour créer des chaînes. Donc, on le voit, cette idée qu'à un moment donné, pour se renouveler, ces acteurs-là font appel à du contenu professionnel. Donc c'est ça. Bon, vous le voyez, ça c'est pour vous donner les suites, mais en ce moment, le CRTC, lui, nous demande de définir ce qu'est un média social, par exemple. En plus, ce n'est pas défini par la loi, donc le CRTC se pose des questions, comment on assujettit ces entreprises et comment on les exempte de l'autre part. Ce que je vous évoquais tout à l'heure, comme je vous disais, il y a de la redite, là mais la question de favoriser l'inclusion et la diversité. Donc, vous voyez ces objectifs, puis donc, ça se matérialise dans l'article 3 par plusieurs éléments, l'idée de soutien à la production et la radiodiffusion d'émissions originales provenant des communautés noires et des autres communautés racisées et leur étant destinées. Alors, plusieurs éléments dans l'article 3 qui poussent ça. Comme je vous le disais aussi, favoriser la place des contenus autochtones, donc devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu'une programmation qui reflète les cultures autochtones, même le fait que les entreprises en ligne doivent mettre en valeur et recommander la programmation canadienne dans les 2 langues officielles ainsi qu'en langues autochtones. Comment ensuite ça se matérialise en pratique pour le CRTC? Donc là, on rentre dans les pouvoirs plus du CRTC. Mais l'idée qu'on passe aujourd'hui à un système d'ordonnance. On connaissait le système de licence. Finalement, les licences ne deviennent plus que techniques, c'est-à-dire c'est pour attribuer les ondes, mais c'est purement technique finalement pour les entreprises canadiennes. À côté de ça, on a des ordonnances dans lesquelles sont définies des conditions de service. Et ces conditions de service, ça va être tout ce qui est obligation liée à la mise en valeur. Donc, vous voyez la proportion des émissions des émissions canadiennes, la proportion du temps d'antenne, la proportion de langue originale française. Donc, on retrouve l'idée de proportion dans la question des quotas. Sincèrement, on n'est plus dans le traditionnel. Puis, vous voyez le 9.11e qui dit la présentation aussi on peut prendre des conditions de service pour la présentation des émissions et des services de programmation que peut sélectionner le public, y compris la mise en valeur et la découvrabilité des émissions canadiennes et des services de programmation canadiens, notamment les émissions de langue originale française. Donc là, ça va être le CRTC qui va prendre des ordonnances, qui va définir ce qu'on appelle des conditions de service, qui vont être soit des quotas traditionnels, par exemple pour la radio ou la télévision, ou d'autres mesures. Et là, il est beaucoup en train de se creuser la tête là-dessus, mais qui visent à favoriser la mise en valeur. Il y a d'autres éléments, par exemple le maintien de la propriété et du contrôle par les Canadiennes des entreprises de radiodiffusion canadiennes. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est qu'il y avait beaucoup de demandes, notamment du fait que sur le traditionnel, la propriété des médias canadiens soit maintenue, parce qu'il y a toujours cet enjeu quand même nationaliste important à ce niveau-là. Et donc,
on ne va pas voir demain matin se faire racheter Québecor par une entreprise américaine. Même si Québecor va moyen en ce moment, selon leur dire. Il y a d'autres éléments comme la communication de renseignements au conseil, je ne l'ai pas mis ici, mais le fait que à la demande du conseil, les entreprises de radiodiffusion peut demander des renseignements qu'il estime nécessaires pour l'exécution de la présente loi. Donc, que ce soit des renseignements sur des renseignements financiers ou commerciaux, des renseignements sur la programmation, des renseignements sur les dépenses, on va le voir après, et des renseignements sur l'audience. Donc, on réaffirme le pouvoir de demander des renseignements à ces entreprises-là. Il y a un élément que je n'ai pas dit aussi, mais qui est dans les tensions qu'il y a pu avoir. Il est spécifiquement mentionné dans la loi que le CRTC ne peut pas réguler, entre guillemets, les algorithmes. Comment ça va fonctionner? En fait, ça remplace le système de licence, donc ça dure 7 ans. Une licence dure 7 ans. Tous les 7 ans, il y a des renouvellements entre guillemets d'ordonnances avec lesquels sont subordonnés à la tenue d'audience publique. Ça, c'est quelque chose qui était moins présent dans la loi et qui a été beaucoup demandé par plusieurs parties prenantes, milieux culturels, diffuseurs traditionnels, l'importance des audiences publiques, justement, où chaque partie prenante peut faire valoir son point de vue. Je l'ai dit rapidement, mais les licences deviennent purement techniques. Je vous ai parlé des conditions de service qui sont liées aux obligations de mise en valeur. Les obligations de dépenses sont liées à des règlements, c'est-à-dire que le CRTC va exiger des exploitants d'entreprises de radiodiffusion d'exiger certaines dépenses. Donc, audience publique, je l'ai dit. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'idée que le CRTC dispose d'outils pour recueillir des renseignements, c'est affirmé aux articles 25.2, 25.3. Le 25.2, c'est un élément qui a été rajouté. Honnêtement, c'est nous qui avons travaillé dessus, notamment avec Pierre Trudel, à l'époque, qui nous a aidé là-dedans, pour dire que, et puis ça, c'est une problématique qu'on retrouve beaucoup avec le CRTC, c'est que lié au manque de transparence. Il y a un manque de transparence de ces entreprises-là. On a accès à très peu de renseignements, mais il y a souvent aussi un manque de transparence du CRTC qui a tendance à beaucoup biffer les documents en disant que c'est lié au secret industriel, c'est des renseignements financiers, commerciaux, d'enjeux importants et qui ne peut pas nous les communiquer. Donc là, il y a eu en fait l'idée qu'on va rajouter un article, notamment le mot « proactivement », et qui est que le Conseil met proactivement à la disposition du public les renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d'une affaire devant lui. Donc, l'idée que, quand même, le CRTC doit faire mieux sur les informations que lui-même va aller récolter, justement, pour comprendre l'évolution de ces systèmes de radiodiffusion. Voilà les grands principes qui posent cette loi, je pense, qui résumé très brièvement. Ensuite, les consultations au CRTC. En fait, il y a 3 semaines, je pense, 3 semaines, il y a un gros compte à rebours, mais 3 semaines, le CRTC a annoncé son plan réglementaire en vue de moderniser le système de Radio-Canada qui prendra place en 3 phases. Nous, on a déjà eu des échanges avec le CRTC, ça fait 7-8 mois qu'il nous dit nous, on est prêt, dès que vous étonnez pas, dès que la loi va être adoptée, ça va débouler vite. Et en effet, ça a déboulé extrêmement vite. Je ne sais pas après si ça va s'étirer parce que c'est sûr, c'est bien d'être prêt en amont, mais quand il va y avoir des échanges plus longs et beaucoup de mémoire, ça risque d'être plus long à adopter. Mais donc, printemps 2023, c'est actuellement, ils lancent la phase 1. Donc, qui sont essentiellement des consultations sur les contributions du système de radiodiffusion, système canadien de radiodiffusion, sur l'enregistrement des services de diffusion continue et sur les ordonnances d'exemption. Je vais y revenir juste après parce qu'on a
on a les éléments là, puis ensuite, il va lancer d'autres phases qui vont plus porter sur les obligations de mise en valeur, sur la définition du contenu canadien et du contenu autochtone, et d'autres prises de décision pour en arriver finalement fin 2024 à la phase 3. Donc ça, c'est ce qu'il nous demande de pondre dans les prochaines semaines. En gros, je l'ai mis quelque part en juin. On a appris hier que ça serait sûrement la semaine prochaine, mais il y a commentaires sur les décrets. Donc, on doit commenter le décret par rapport aux principes que pose, aux consignes que donne le patrimoine canadien. Ensuite, on a 3 consultations différentes. Donc, on appelle ça un avis de consultation de radiodiffusion CRTC. Il y a l'année, puis vous avez le numéro. Il y en a 3 qui ont été posés. Le premier qui est enregistrement des services de diffusion de contenu en ligne. Ça veut dire que les services qui vont être amenés à être régulés vont devoir s'enregistrer auprès du CRTC. Donc, le CRTC nous demande comment il peut procéder. Puis, il y a des débats aussi parce qu'il dit on ne va pas enregistrer tout le monde, on va en exempter certains, notamment les plus petits. Donc là, il nous propose de débattre sur différents éléments d'exemption, notamment le fait qu'en dessous d'un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars, les entreprises seraient exemptées. Ça pose beaucoup de questions. Personne n'a les revenus de ces entreprises au Canada, donc c'est 10 millions de dollars, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, l'ordonnance d'exemption et transition des conditions d'exemption aux conditions de service. Là, en gros, le CRTC nous demande de l'aide pour nettoyer le bordel qu'il a lui-même mis. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une ordonnance d'exemption qui a été réaffirmée en 2009 et 2012, mais il y a différentes conditions, il y a plusieurs éléments de cette ordonnance et le fait de passer de sortir ces entreprises de l'ordonnance d'exemption en commençant à les réguler, il faut le faire de manière transitoire. Donc, il nous montre comment on peut l'aider à détricoter certains aspects des ordonnances d'exemption pour recréer des ordonnances de conditions de service, ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour le 12 juin, ce sont 2 mémoires. Ensuite, le 27 juin, c'est le cadre réglementaire modernisé concernant les contributions. Et je vais vous le dire comment il s'appelle. Je ne l'ai pas là. Bon, cadre réglementaire modernisé, vous pouvez le retaper, cadre réglementaire, excusez-moi, modernisé concernant les contributions, mais c'est marqué pour le contenu canadien et le contenu autochtone. Moi, ça fait 5 ans que je suis à la DISC, où j'ai travaillé dans le cadre de divers avis de consultation, et on n'a jamais mis sur le même plan contenu canadien et contenu autochtone. C'est souvent des audiences séparées pour des aspects très spécifiques. Souvent, d'ailleurs, la radiodiffusion autochtone est à part et répond à des éléments bien particuliers. Donc là, on ramène ça sur les mêmes plans. Et donc là, on nous demande différentes choses, de dire ça, c'est pour… parce qu'ils veulent aller très vite sur faire contribuer financièrement ces entreprises-là, notamment au regard de la difficulté de certains acteurs et des fonds. Donc, avant les obligations de mise en valeur, avant certaines dépenses, ils vont dire au moins sur la contribution de base annuelle, par exemple le 5% qui est versé au fonds des médias, par exemple le 0,5% qui est versé par les radios, ainsi de suite. Mais ce type de contribution, comment on peut aller très vite pour mettre en place, obliger ces entreprises en ligne à contribuer. Donc là, on nous pose diverses questions. Est-ce qu'il faut créer un nouveau fonds qui vient de ces contributions ou est-ce que ça va au fonds habituel? Quelle est l'auteur du pourcentage qu'on demande? Est-ce qu'on est sur 0,5 comme les radios? Est-ce qu'on va être à 4% comme Stingray ou Sirius qui ont plus d'obligations en termes de financement? Donc, le niveau de contribution. Les clientèles aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup axé sur les questions autochtones, sur les questions de diversité. Est-ce que les fonds actuels peuvent gérer cet argent-là ou est-ce qu'il faut créer des nouveaux fonds spécifiques? Donc, toute une série de questions à ce niveau-là. Donc, ça vous dit un peu l'idée qu'on voit les principes qui sont posés, puis comment, dans les technicalités, c'est mis en œuvre. Comment ça fonctionne une audience au CRTC? C'est que vous déposez un mémoire sur le site du CRTC, puis ensuite, vous avez un droit de réplique, c'est-à-dire que vous redéposez un mémoire en répliquant aux différents mémoires. Bon, souvent, milieu culturel et radiodiffuseurs se répondent beaucoup dans ces phases de réplique, puisqu'il y en a un qui veut plus d'obligations, il y en a un autre qui veut moins d'obligations.
Donc, il y a le 27 juin, en même temps que ce dépôt-là, il y a les répliques sur les 2 premières audiences. Le 2 juillet, il y a une réplique sur les mémoires qui ont été déposées au 27 juillet, mais il y a aussi une méta-réplique des répliques. Et le 20 novembre, puis ça, en tant que chercheur, ça va être aussi intéressant à suivre, c'est qu'il y aura des audiences à Gatineau où on va voir les différents acteurs se prononcer. Ça, c'est les délais actuellement. Il faudrait que je regarde justement, il est 11 h, pour voir si le CRTC a fait de nouvelles annonces. Parce que tous les jours à 11 h, le CRTC fait des annonces. Et en ce moment, il y a une demande de délai qui est portée par plusieurs acteurs. Notamment, on retrouve beaucoup de plateformes qui demandent ces délais à ce niveau-là. Et c'est donc ce qui conclut cette présentation. Bon, je crois qu'on m'entend à travers ton micro. Hein. Je propose donc de prendre les questions, les commentaires. Écoutez, s'il y a des questions, des commentaires en ligne, eh bien, levez la main ou utilisez la discussion. Et puis, s'il y en a ici, allons-y. Au mode qui commence. En fait, un petit peu plus, Simon, c'était passionnant. C'est une série à l'emploi qu'on suit. J'ai une question un peu de base, c'est-à-dire que le système qui nous a présenté une chronologie depuis 1928, c'est basé sur le principe des ondes publiques. Donc, le public, donc des réditions de comptes au nom de, par l'attribution de licence, justement, au nom de ces ondes publiques, etc. Le passage vers le service, les conditions de service, c'est pas, on genre, là, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de difficultés à faire, mais ultimement, dans l'ancien temps, le CRTC pouvait retirer une licence à une station de radio. Là, ça serait quoi le scénario si si une organisation ne répond pas aux obligations liées aux conditions de service? Ouais, c'est une bonne question. Déjà, c'est ça, le CRTC a différents pouvoirs, des pouvoirs de sanctions pécuniaires, des amendes, et puis le cas extrême, retrait de l'obligation de licence, oui, qui s'est en fait très rarement servi. Il a été quand même assez frileux à ce niveau-là. On se souvient par exemple ce qu'il y a eu autour de Radio X, où justement il y avait beaucoup de manquements. Cette licence avait été retiré à un moment donné, puis il y a eu un changement de propriétaire, donc ils ont regagné une licence parce que… l'idée en premier lieu, c'est qu'il y a un pouvoir encore de sanction. Donc, il y a des entreprises qui peuvent être sanctionnées financièrement. Ensuite, quand vous passez… il y a une obligation d'enregistrement, je l'ai dit tout à l'heure, pour ces entreprises. Donc, passer un certain revenu, et en raison de la nature de leur service, elles doivent s'enregistrer au Canada. On peut considérer que cet enregistrement fait un peu office de « mais on vous autorise à émettre au Canada, puis vous devez répondre à certaines obligations ». L'idée, j'imagine, le cas, mais ça c'est… On verra quand ça va se présenter, et puis il y aura sûrement, si ça se présente, ça va jouer devant les tribunaux, mais le cas, c'est si vous ne répondez pas à ces obligations et que vous respectez aucune des obligations, puis qu'on arrive au point d'orgue où il n'y a plus rien à faire, on ne vous autorise plus à émettre au Canada. Okay. Mais oui. J'ai plusieurs questions. Des questions d'arabère qui nous permettent de mieux comprendre le définition, peut-être. Une des grandes questions, c'est, je comprends que la notion de propriété canadienne ne s'applique pas aux entreprises de radiodiffusion en ligne. On est d'accord avec ça? Oui. Il n'y a pas un danger que les entreprises de radiodiffusion traditionnelles cherchent éventuellement à se débarrasser de leur licence parce que les gens migrent vers le numérique, parce que les conditions sont plus légères, parce que c'est un nouvel environnement. Nous, là, ça ne nous intéresse plus essentiellement d'être sur les ondes, là, une technologie qui est vieillissante. Donc, ma première question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une tension supplémentaire qui est créée entre les entreprises de radiodiffusion en ligne
et la radiodiffusion traditionnelle à ce niveau-là. L'autre question, c'est, bon, pour les comme les plateformes de médias sociaux, qui vont être chargées d'assurer une certaine découvrabilité des contenus et des créateurs canadiens. Comment ça peut s'opérationnaliser ça dans le concret? Là? Si on a un YouTuber super connu, américain, est-ce que des plateformes comme YouTube vont lui demander de s'enregistrer ou de le mettre dans son formulaire, son pays? J'ai de la difficulté à voir comment ils vont pouvoir régler leur algorithme pour dire telle production et de tel lieu utilisé. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus. Puis la troisième est un petit peu plus sensible, mais ça me marque l'inclusion des communautés noires dans la loi. Ça répond à un moment historique de grande mobilisation pour des raisons évidentes. Est-ce que ça a créé des tensions avec d'autres communautés racisées à travers le pays qui se sont dit là, pourquoi plus cette communauté plus que d'autres? Parce qu'évidemment, il y a des ensembles d'enjeux. Très bien. Là, attends, la première, c'était… La première, c'est, je m'interroge, Ah oui, une tension entre… ça a été évoqué dans les débats. Je pense qu'il y a, je ne sais plus si c'était du côté du CRTC ou du patrimoine canadien, mais il y a une vision que les licences, c'est mort. Ça va être amené à mourir. C'est pour ça qu'aussi, elles sont vidées de leur substance. C'est que il y a beaucoup des gens qui y croient de moins en moins. Donc, oui, il y a cette tension. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que ce que je disais sur le 2 standard, c'est que c'est les entreprises en ligne étrangères. Donc, les entreprises en ligne canadiennes pourraient avoir, ce qui pourrait contester d'ailleurs, mais pourraient avoir des obligations différentes. Et il y a l'idée que les entreprises canadiennes doivent rester canadiennes, c'était aussi pour les entreprises en ligne. L'idée qu'on ne veut pas avoir Disney arriver et racheter Club Illico, par exemple, ou Crave. C'est cette idée de protectionnisme aussi pour les entreprises en ligne. En tout cas, la volonté qu'il y avait. Sur la question des médias sociaux, puis c'est pour ça que c'est l'exemption à l'exemption, et pour calmer certaines craintes que le patrimoine canadien va réaffirmer dans son décret de ce qu'on entend, mais que le CRTC ne doit pas réguler les individus et qu'il ne doit pas réguler non plus les créateurs numériques, ce qu'ils ont défini comme créateurs numériques, et que l'enjeu, ça va être sur, et puis on le voit, YouTube, si vous allez voir, il y a des sections, par exemple, sur YouTube, vous allez voir musique les plus écoutées, top 100 Canada, top 100 sur YouTube, la plateforme audiovisuelle, mais vous voyez des top 100 Canada, top 100 par pays, top 100 par région. L'idée, c'est de dire, dans le cadre de cette écoute musicale, on veut qu'il y ait une place plus importante faite au contenu canadien, au contenu de langue française, au contenu autochtone. L'idée que dans ce cadre-là, dans l'écoute, quand on s'inscrit, puis techniquement, je ne sais pas comment ça va se faire, mais quand on s'inscrit dans de l'écoute musicale, quand on va sur des playlists sur YouTube, il y en a, quand on lance un vidéoclip sur YouTube, ensuite vont s'enchaîner des vidéoclips musicaux, il y a ça. Là, en ce moment, ce qui est en train d'être réfléchi, puis c'est pour ça que c'est complexe comme chose, parce que justement, c'est plus difficile que mettre en place des quotas. Sur l'avenue que semble prendre le CRTC, c'est une obligation de résultat. Et c'est l'idée aussi que ça a été beaucoup de tension de dire vous allez nous dire quoi faire, vous allez interagir dans notre modèle d'affaires, vous allez toucher à nos algorithmes, machin. Non, ce n'est pas la question. C'est que vous, de votre côté, vous devez faire un effort, parce que vous êtes au Canada, de mettre mieux en lumière les productions canadiennes, quelle que soit la plateforme. Et donc, il va y avoir sûrement des obligations de résultats avec des baromètres qui vont être dessinés. Aujourd'hui, on commence à comptabiliser comment, par exemple, on sait qu'au Québec, sur les plateformes de streaming audio, la place des pièces musicales québécoises, c'est 8% de l'écoute, et la place des pièces musicales québécoises francophones, c'est 5%. 5% de l'écoute sur les plateformes. De dire, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez faire des efforts pour que ce pourcentage monte, avec l'idée que chaque
plateforme a aussi son modèle d'affaires et qu'il ne s'agit pas de dire comment vous devez modifier votre modèle d'affaires, c'est que vous devez intégrer ces éléments. Et sur ta dernière question, j'avoue, j'ai moins entendu de ton. C'est sûr que la question des communautés noires, notamment du côté anglophone, c'est des acteurs qui ont su se structurer et faire valoir leur point de vue. Donc, c'est sûr qu'ils ont été qui se sont mieux représentés là-dessus. Mais je n'ai pas entendu plus d'éléments là-dessus. Tout ça dans un contexte où on n'a pas encore défini c'est quoi un contenu canadien. Ben, ça va être réétudié en tout cas. C'est ça, mais c'est fascinant quand même comment on monte un truc avec pas mal d'incertitudes aussi, même au bout de temps des Mais c'est ça. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de ces tensions parce que, par exemple, disait que Netflix adaptait des romans canadiens. Je ne sais plus comment elle s'appelait. La maison de Normand. Peut-être. Et il y en a un autre ici, il me semble. Mais oui, c'est peut-être ça. Bref, certains disaient ben, ce contenu-là, il ne peut pas être considéré comme canadien parce que, bon, en fait, il ne répondait pas aux critères de définition que j'évoquais tout à l'heure dans le système de points parce que, certes, c'est un livre canadien, mais le reste est fait aux États-Unis par des acteurs américains. Donc, et puis, il y avait des tensions. Margaret Atwood, c'est ça. Et ça va être compliqué pour le contenu canadien. La définition de contenu autochtone, ça va être aussi... c'est compliqué. D'ailleurs, il y a eu une des premières obligations aujourd'hui parce que c'est un pli que le CRTC a pris. On voit quand même du changement ces dernières années, le CRTC. Bon, ils ont essayé d'être plus proactifs sur le numérique, ça n'a pas trop fonctionné, mais il y a aussi plus d'enjeux de diversité. Aujourd'hui, par exemple, Ici Musique, dans le dernier renouvellement de licence qui a eu lieu l'an dernier, a mis donc le renouvellement de licence de Radio-Canada en général, mais il y a aujourd'hui sur Ici Musique des obligations de contenu autochtone. Donc, c'est 2,5% de pièces musicales autochtones, puis ça devrait passer à 3% à terme. Puis sur la radio côté anglo, on est à 5%. Avec une définition qui repose aujourd'hui sur l'auto-identification. Parce que je reviens à ma question, ma préoccupation de départ sur le gouvernement du Canada est légitime pour intervenir dans le secteur parce que les autres, on n'est pas Oui. là, on est dans une autre situation complètement. Ça devient quoi la pogne du gouvernement pour réglementer à ce moment-là? Ben là, À partir du moment où les gens ont commencé à écouter la télé sur Internet, ben, nous, quand on donnait notre cours, on disait historiquement, ça vaut d'opportunité des gens chrétiennes parce qu'elles sont limitées, donc l'État est intervenu pour donner l'accès. Et c'est vrai que la question se pose, étant donné des infrastructures qui ne sont pas financées par le gouvernement, des infrastructures Internet. L'investissement canadien, ça pourrait être une façon de dire le pays contribue à vraiment rien là-dedans, et comme ce sont les citoyens qui paient tout ça, on veut faire en sorte qu'il y ait un accès. C'est une excellente question. Mais en fait, puis ça résume les 20 dernières années qui se sont passées parce que l'ordonnance d'exemption, le CRTC, c'était aussi de dire nous, on ne peut rien faire parce que ce n'est plus du tout le même système. C'est dans les débats qu'il y a eu tout au long de ces 3 dernières années, il y a eu ça qui a été beaucoup ramené. Ce n'est pas possible. Donc ces débats-là. L'autre, c'est pour ça aussi que là, puis c'est ce qu'on observe dans toutes les législations qui sont en train d'adopter des lois en ce sens. C'est-à-dire, c'est quoi le rapport de force, c'est comment on arrive d'un côté à justement assujettir ces acteurs-là sur liés au numérique. Il y a la déclaration sur la diversité des expressions culturelles qui dit notamment qu'on peut réguler prendre des politiques en matière culturelle. Elle a été revue notamment sous l'impulsion du Canada et de la France pour dire ça s'applique aussi au numérique. Ils ont essayé de trouver des leviers à ce niveau-là.
il y a, puis c'est ça, c'est que je dis, Guilbeault, quand il est arrivé sur C10, il a commencé à créer une coalition de plusieurs pays. Je pense que dedans, il y avait l'Australie, il y avait l'Union européenne, parce que c'était les pays qui prenaient le plus en main les choses en disant il faut qu'on arrive à recréer un rapport de force qui nous soit favorable et de dire on peut réguler ces acteurs. Mais c'est ce qui se passe sur la directive SMA en Europe, c'est ce qui se passe sur ces 18 sur les médias d'information, que ça soit passé en Australie ou que ça se passe actuellement au Canada, c'est qu'est-ce qui est en train de se créer là et quel rapport de force se dessine. Je suis d'accord, on n'a plus cette poigne de les licences, mais c'est quel… En fait, là, c'est parce qu'on a transité vers ce qui prime, c'est la protection des identités nationales. Au fond, C'est que vous êtes au Canada, donc à ce titre-là, vous devez respecter un modèle social, culturel, dont on a choisi de se doter. Après, est-ce qu'il y aurait d'autres leviers? Ils n'ont pas choisi d'aller là, mais je sais que, par exemple, le spectre, c'est public. Il y a régulièrement, il y a des enchères pour attribuer les ondes du spectre aux acteurs des télécoms, et ça, c'est quelque chose de public, par exemple. Donc, on lâche les infrastructures, puis on revient plus à un discours politique, au fond, d'identité et de protection. Oui, le terme souveraineté culturelle, je pense que ces dernières années est revenu énormément. Le paradoxe par rapport au clip de l'immigration, c'est que c'est presque des nationalistes québécois qui ont poussé plus fort pour un projet de réglementation fédérale canadien. Une des questions, c'est que j'ai envie de te poser, c'est dans quelle mesure la question anglo-franco a créé un schisme dans les débats. On n'en a pas vraiment parlé, mais on sentait en tout cas à la lecture de l'actualité qu'il y avait vraiment deux positions presque séparées là, entre la frontière québécoise et le reste du pays. C'était très consensuel du côté québécois, mais assez polarisé et compliqué du côté canadien. Oui, tu le résumes bien, on parlait, mais ça a été d'énormes tensions. C'est sûr, du côté anglophone, conservateur en particulier, on l'a vu. C'est plus je parlais d'une députée, j'ai oublié son nom encore, justement, qui avait fait bondir du côté québécois parce qu'elle avait dit une députée conservateur qui faisait de l'obstruction à chaque fois. Je pense que vous la retrouverez facilement si tu me diras ce que tu en penses, mais elle avait été prise dans un article de journal, justement, du côté anglophone, mais c'était monté là, où elle avait dit on ne va pas faire un projet de loi pour quelques artistes québécois subventionnés. Ils n'ont qu'à faire de la meilleure musique ou de meilleurs films. Donc, il y a eu cette tension. Si vous regardez les couvertures médiatiques, en effet, on a vu plutôt quelque chose de consensuel au Québec, alors que les médias anglophones tapaient beaucoup sur, je pense au Toronto Star, tapaient beaucoup sur ce projet de loi. Donc, on l'a vu aussi dans le traitement médiatique et les médias, ce qu'ils prenaient comme bord. Et des fois même, on l'a vu, je l'ai un peu évoqué, le milieu culturel, mais YouTube est venu nous voir. Puis, les artistes québécois, ça ne leur a pas trop fait ni chaud ni froid parce que, en disant, on est vu, on n'est pas vu, donc ça ne va pas nous servir à grand-chose. Par contre, on l'a vu, ils sont allés voir aussi les labels de musique anglo en leur disant ça va nuire à votre exportation. Puis là, on a commencé à voir du côté de CIMA, donc côté anglophone, de dire faudrait peut-être faire attention quand même avec YouTube, pas y aller trop fort, on ne veut pas réguler les algorithmes, on ne veut pas machin. Donc, on l'a vu même aussi ces dissensions à ce niveau-là. Après, c'est sûr, on a vu, je pense que c'est ça. On le voit à différents niveaux. Évidemment, le gouvernement, à un moment donné, quand ça s'enlisait dans les débats en C10, le gouvernement du Québec a adopté une motion unanime sur le fait d'aller de l'avant là-dessus. Bon, on l'a vu aussi, ça j'en ai moins parlé, mais on a vu dernièrement la sortie de Lacombe aussi sur dire que on est toujours sur ce CRTC québécois, mais
C'est un débat qui a été, qu'on a vu à différentes époques de l'évolution de la loi sur la radiodiffusion. Je pense que Marc Raboy l'a bien documenté, où on a justement cette bataille sur le champ de compétences. Puis les dernières sorties de Lacombe s'inscrivaient tout à fait là-dedans. Puis on l'a rencontré. Justement, lui disait aussi, oui, mais on n'est plus sur de la radiodiffusion ou de la câblodistribution, on est sur une autre type de technologie. Donc là, on a la légitimité d'intervenir. Comme on l'a vu à chaque évolution technique d'ailleurs, où ils ont dit, ben, quand la câblodistribution est arrivée, d'ailleurs, ils ont dit, on peut réguler. Ben, il y a tout ça qui s'est dessiné. Il y a Raymond Guerrero qui dit Simon, pourrais-tu préciser la portée du terme gouverneur en conseil comme gouverneur de point numéro 12, d'après ce que je vois, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements nécessaires à l'application de l'accord. En fait, le gouverneur en conseil, c'est le gouvernement, tout simplement. Donc, c'est Patrimoine canadien qui va faire son décret en disant on donne des consignes pour la mise en œuvre de la loi. Il a fait un peu moins sur la radiodiffusion, mais on le voit beaucoup sur la loi sur les télécommunications. Il y a un décret qui a été adopté cette année, je pense, ou en fin de l'an dernier, où ils ont mis un décret en disant au CRTC il faudrait vous bouger un petit peu sur le prix de l'accès aux télécoms qui est encore trop élevé, donc vous devez prendre des mesures pour favoriser la concurrence et baisser le prix de l'accès aux télécoms. Donc, c'est ça que fait le gouvernement en conseil qui, en fait, est le gouvernement, tout simplement. Ça contrôle le CRTC. C'est ce que Raymond expliquait dans son livre, c'est pour le directive. Alors, Raymond dit aussi qu'il faut parler très fort dans la salle. Okay. Le CRTC est censé être un organisme autonome, mais en réalité, avec ces décrets-là, lorsque le gouvernement n'est pas d'accord, il va le faire, en fait, ça peut être par le ministère des Télécoms ou de la radiodiffusion. Il va renvoyer le CRTC faire ses devoirs. C'est ce qui est arrivé avec les promesses des renouvellements de licence des grands radiodiffuseurs francophones. Hein. Il y avait eu un assouplissement des quotas et le milieu culturel s'était insurgé. Et il y a eu beaucoup de plaintes et le CRTC a dû refaire, réexaminer au complet les demandes, les promesses des licences des radiodiffuseurs principaux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une petite note en votre page dans le fameux bouquin de Marc Raboy, on dit bouquin maintenant, une vingtaine d'années, où il explique ça qu'en réalité, le CRTC n'est pas si autonome que ça, parce que si ça ne fait pas l'affaire du gouvernement, le CRTC va refaire cette affaire. Donc, il y a des directives, mais ce qui est au-dessus, c'est le gouvernement. Il faut se rappeler ça, qu'il y a une dimension politique qui est très forte. Au CRTC aussi. Il y a un élément, puis en effet, les décrets sont toujours présents. Par contre, l'appel au gouverneur en conseil est tombé là, dans la dernière mouture. C'est-à-dire que ça a été fait aussi sur les licences en fait, des grands groupes de télévision, comme l'a bien dit France. Ça s'est passé récemment. L'été dernier, les licences de Radio-Canada ont été contestées par le milieu culturel. Ce qui s'est passé avec les licences de Radio-Canada, en particulier sur la télévision, c'est que donc Radio-Canada a des obligations en télévision sur la télévision linéaire et il proposait de bouger un peu ces obligations en disant on baisse un peu le linéaire, mais on monte un peu le numérique et on fait office de vase communicant. Le CRTC a été beaucoup plus loin dans sa décision en disant complètement vase communicant. Donc, ce qui baissait beaucoup les obligations en termes de linéaire, ce que n'a pas apprécié le milieu culturel, en particulier le milieu de l'audiovisuel, qui dit non, chaque acteur doit contribuer de sa juste mesure, mais on ne peut pas déshabiller un pour habiller l'autre parce la télévision reste importante, puis il faut maintenir ce haut niveau des… Ça a été porté devant le gouverneur en conseil, le mécanisme qu'expliquait France, et qu'ils ont dit vous refaites vos devoirs sur cet aspect de la loi. A priori, le gouvernement a décidé de ne pas mettre en place ce système d'appel au gouverneur en conseil. Donc là, c'est le milieu ne peut pas faire un appel au gouverneur en conseil pour dire on n'est pas d'accord avec une décision du CRTC. Aujourd'hui, si on n'est pas d'accord avec une décision du CRTC, ça se passe devant les tribunaux. Donc, il faut aller en cours. Par contre, ils ont toujours un pouvoir de décret pour donner des consignes au CRTC. Donc, mais déjà, avec C10, puis encore maintenant, il y avait quand même pas mal de craintes sur les nouveaux pouvoirs accordés au
CRTC dans cette émission-là. Mais oui, en fait, c'est beaucoup ressorti dans les débats, c'est que le CRTC va contrôler tout ce qu'on peut dire et faire sur Internet. Mais là, c'était des débats qui on sortait des fois du rationnel de dire ben oui, mais il fait déjà avec c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il fait sur la radio et la télévision. On partait sur puis dire que le CRTC peut contrôler tout ce qu'on dit sur Internet. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu fonctionner le CRTC avec la radio et la télévision, mais même techniquement, c'est impossible. Je veux dire, il a pas déjà qu'il est assez limité en ressources. Puis, ils n'ont pas eu de grande augmentation de leurs ressources. C'est ça qui est aussi paradoxal en ce moment, c'est qu'ils vont avoir ces 11, ils vont avoir ces 18, puis les ressources du CRTC n'augmentent pas subsidiairement. Donc, là aussi, ça pose d'autres enjeux. Peut-être je vais en profiter là pour, en fait, pour faire une petite remarque. Bon, comme la loi, il y a un point commun entre les deux lois, hein, c'est que quand on regarde le contenu, c'est quand même très, très vague. Hein. Tu l'as bien montré, il n'y a pas de… En fait, si j'ai bien compris, c'est le CRTC qui va décider tout seul, à partir des audiences, par exemple, d'éventuels quotas. Oui. Bon, en fait, on peut se demander si le fait que ce soit le CRTC qui fixe un certain nombre de règles qui sont, on va dire, en termes d'application, est-ce que, alors ma question est assez générale, est-ce que finalement ça ne participe pas d'un processus de dépolitisation de façon générale, en fait, puisque ce ne sont pas les autorités, les pouvoirs exécutifs et législatifs qui s'occupent de ça. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible de faire un parallèle, hein, mais par exemple, lorsque la directive en Europe a été adoptée, il me semble, en 2018, c'est au niveau politique. Il a été décidé qu'il y avait 30% de distribution sur l'ensemble, en fait, 30% de distribution des programmations audiovisuelles, y compris sur les plateformes. Donc, je trouve que là, il y a… Est-ce que, peut-être que je me trompe dans mon analyse, mais est-ce qu'il n'y a pas une dépolitisation au Canada contre une politisation à l'échelle européenne? Et c'est très compliqué à l'échelle européenne, hein, comme on sait bien. Hein. Deuxième remarque, qui n'est pas sans lien, c'est qu'on continue manifestement à parler, sauf si je ne me trompe, de radiodiffusion. Alors qu'en Europe, maintenant, on parle de services de médias audiovisuels, en fait, hein, et non plus de… Beaucoup parler de service, c'est prendre davantage. Dans le sens qu'il y a une distinction entre l'Europe et l'expression, parce que dans les c'est longtemps que je pense que ça, mais toute la question de l'exception, de l'exemption culturelle, ça ne s'applique pas tout à fait au même domaine, donc justement, on peut prendre un moins là-dessus. Il y en a un, c'était plus le contenu, plus le service. Donc, lorsqu'il y avait les nouveaux accords commerciaux, il me semble que les exemptions, les exceptions, ça ne s'appliquait pas de la même façon. Il faudrait voir si c'est pas la suite. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, en Europe, au sein de l'Union européenne, on est passé l'expression télévision à service de médias audiovisuels pour être beaucoup plus inclusif. Alors que là, on continue à parler de radiodiffusion et non pas de service de médias audiovisuels. Et la deuxième question, c'est la question des quotas. En fait, il me semble que c'est au niveau politique. Au sein de l'Union européenne, il a été décidé que ce serait 30% de distribution, alors qu'ici, c'est le CRTC et non pas le gouvernement canadien qui décide. Enfin, le gouvernement et le Parlement, évidemment. Ce qui est fascinant, c'est que la forte en présence fait en sorte qu'il y a des réactions, on fait des exemptions selon des définitions qui ne sont pas encore adoptées. C'est quand même… C'est sûr que si on estime que le diable est dans les détails, il va falloir beaucoup suivre, autant sinon plus ce qui va se passer dans les mois qui suivent que dans la loi. Moi, ce que j'ai toujours dit aux gens avec qui je travaille, je dis, ce qu'on fait actuellement, c'est la partie la plus facile. On est sur les principes, la technicalité. Là, ça va être beaucoup plus complexe. Puis, c'est ça. C'est drôle parce que le rapport-IEL, souvent, quand on a des modifications de la loi, on fait d'abord une commission, puis des gens se réunissent. Donc, il y avait le rapport IEL, donc, du nom de la personne qui était dans ce groupement d'experts où il y avait Pierre Trudel et Monique Simard pour les Québécois. Et ils proposaient un nouveau nom, c'est-à-dire qu'ils proposaient de renommer le CRTC le Conseil des communications canadiennes. Puis, ils proposaient de renommer la loi sur la radiodiffusion la loi sur les communications médiatiques. Ça n'a pas été tenu. Non.
En effet, la directive SMA, d'ailleurs, je pense que c'était la France et je ne sais plus quel pays qui s'était beaucoup passé sur le 30%, qui est un minimum d'ailleurs. C'est au moins 30%. Après, dans la mise en œuvre de la directive, dans les législations, ils peuvent monter un peu plus et je pense que la France a prévu de monter un peu plus. Écoute, je sais pas trop quoi te dire parce que c'est le débat en termes de gouvernance sur ces questions d'industrie culturelle et médiatique, de dire est-ce qu'on est, quelle est la place du politique d'une part, mais quelle est la place d'une autorité de surveillance qui est justement censée être indépendante, on a vu les limites, comme l'a rappelé France, du pouvoir politique, dans le sens où, par exemple, quand les conservateurs vont revenir, qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi les enjeux qu'il peut y avoir à ce niveau-là? Mais... Oui, mais si les conservateurs arrivent au pouvoir, ils sont élus. Oui. Donc, non, je persiste à penser qu'il y a une dépolitisation. En fait, en accordant un certain nombre de prérogatives au CRTC, il y a une dépolitisation complète. Mais on l'a vu dans tous les domaines, en fait, que les autorités politiques. Voilà. Je pense que tu entends par politique. Je connais moins le profil actuel patron du CRTC, mais moi, un des exercices simples que je faisais faire à mes étudiants, on va regarder le CV du patron du CRTC. Et la plupart des gens qui ont dirigé le CRTC venaient du bureau de la concurrence. Ouais. Alors, c'est peut-être pas de la politique partisane, mais c'est certainement idéologiquement très marqué. C'est juste avant de travailler au bureau de la concurrence, la vision de la radiodiffusion, c'est une vision commerciale. Donc, ça a beaucoup d'influence aussi, parce qu'on dit que c'est autonome, parce que les gens sont nommés pour 7 ans, de mémoire à la production des nouveaux fonctionnaires. Donc, c'est pas censé changer avec chaque gouvernement. Mais l'origine de la personne et comment ça s'appelle celui qui vient de partir? Il y a eu Jean-Pierre Blais, puis ensuite il y a eu, parce que Jean-Pierre Blais idéologiquement était extrêmement marqué. Et le Scott, non, c'est pas Scott Houghton. Ian Scott? Ian Scott, oui. Ian Scott, il venait du privé, il venait des télécoms, puis moi j'avais touché son CV. Et je me disais comment il était à la tête du CRTC. Il y avait une ligne où il avait travaillé un petit peu en radiodiffusion. J'avais observé comment les définitions du CRTC changeaient dans le temps depuis qu'il était là. Donc, le rapport Yale, comme l'a bien expliqué Simon, voulait vraiment dire le CRTC, c'est ce qui se passe aussi. Le CRTC, on va ramener les radiodiffusions, les télécoms, on va arrêter d'avoir comme une vision double, binaire, on va avoir une grande vision. Et en réalité, quand on regardait, et le CRTC aussi avait fait un rapport pour l'avenir, il y avait bien le CRTC qui avait fait un rapport aussi. Et ce qu'on voyait, c'est que sous l'influence de Ian Scott, il n'y en avait plus dans la diffusion. Ça s'en allait complètement du côté des télécoms. Et beaucoup plus une intervention d'ordre technique ou d'ordre des consommateurs. Il faut que ça coûte moins cher aux consommateurs. Donc, c'est pour ça que je dis que ça dépend comment tu appelles, comment tu définis politique, la politique ou le politique. Oui, c'est peut-être moins, en principe, moins partisan, quoi encore. On regarde Radio-Canada, les budgets sont votés par le gouvernement. Oui, le président. Mais elle vient, c'est Vicky Eltrid, elle vient de ISDE, donc Innovation et mais ouais, ils ont eu beaucoup de problèmes ces dernières années, notamment avec Ian Scott qui s'est retrouvé dans des conflits d'intérêts, notamment avec Bell, sur les questions de télécom. Donc, on va voir comment elle fonctionne. Que je parlais tout à l'heure aussi, il y a eu des grosses dissensions. La décision de Radio-Canada, par exemple, il y a donc 5 personnes dessus, donc 5 fonctionnaires du CRTC, puis il y a eu 2 avis dissidents sur 5. C'était quand même, ça révèle des tensions qui étaient assez énormes, dont Monique Simard, c'est Monique Simard qu'elle s'appelait? Bon, la personne qui vient de quitter, d'ailleurs, une personne qui vient de quitter le CRTC. Donc. Mais par exemple, Jean-Pierre Blais, c'était éminemment idéologique, justement. C'est lui qui a fait Parlons Télé, c'est lui qui voulait mettre fin au quota. Oui, je vais poser ma question. Ça va être un peu du sujet, mais au début de la présentation, vous avez parlé qu'il y a un projet de loi sur les sports de l'annonce. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Est-ce que le projet de loi C11, il y a un volet qui communique avec ce projet de loi-là? Parce que si on tous les médias sociaux, c'est quand même
un volet important de tout ce qui est divers de la vente. Et je me demandais si jamais c'était pris en compte. Pas à ma connaissance. Mais pour moi, c'est parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur ces 11, mais je pense pas que je sais pas jusqu'où ils vont aller avec leur projet de loi sur la haine en ligne, mais là, ils vont se faire dire beaucoup de choses. Enfin, il va y avoir beaucoup de controverses autour de ce projet-là. Puis là, hein? Parce que beaucoup de gens disent que la possibilité de loi n'est pas ce chose. Ouais. Non, un spécialiste de Juste un petit commentaire final. J'ai vraiment l'impression qu'on est devant un genre d'étape transitoire ou inaboutie où là, on a voulu rentrer des acteurs numériques dans le cadre, on peut dire, des politiques canadiennes de communication en faisant un genre d'alambiquage qui est insatisfaisant pour à peu près tout le monde. Tu me corriges si j'ai des ordres, mais c'est un modèle qui n'est pas tenable, il me semble, à long terme. La distinction réglementaire des entreprises de radiodiffusion traditionnelles et celles qui sont en ligne, la question de la propriété qui n'est pas aboutie complètement, l'usage, comme disait Eric, d'une terminologie qui reflète vraiment les priorités du 20e siècle, qui est difficilement conciliable avec celle du 21e. Moi, ce que j'entends là, à la suite de ta présentation, c'est comme la première étape d'une refonte peut-être plus structurelle qui va arriver. Je ne sais pas quand. Est-ce que c'est l'impression que vous aviez à l'interne, on fait un jalon, on marque l'entrée des accords numériques dans la discussion, mais j'ai l'impression que c'est un alambiquage qui ne tiendra pas la route sur le plus long terme. Très honnêtement, je ne sais pas. C'est une vaste question. Je sais que le milieu culturel, lui, s'est dit très satisfait de ce projet de loi, de cette adoption, puisque c'est une demande qui porte de long terme. Ensuite, comment ça va se matérialiser? Moi, je dis ça va être compliqué quand même, parce que je dis à beaucoup de monde, mais c'est ça, c'est en train de se dessiner. C'est pour ça que c'est intéressant, passionnant à suivre. On ne sait pas, il y a plein d'inconnus là-dedans. Quel choix va opérer le CRTC? Comment vont réagir notamment les plateformes? Qu'est-ce qu'elles vont aller mobiliser? Pendant un moment donné, on nous a fait poindre le fait que ça allait à l'encontre des accords commerciaux, par exemple. Donc, est-ce qu'il va y avoir des plaintes à ce niveau-là? Est-ce que ça va se dérouler sans accroche? Je ne pense pas. Est-ce que ça va être ralenti par différents processus? Puis on va voir tout ça se dessiner dans les mois, années à venir, sûrement. Ça nous fait du travail en tant que chercheurs. Mais... Il n'y a jamais eu de période. Sauf qu'on regardait les décisions, par exemple, la question de la concentration de la propriété dont on parle plus maintenant. En principe, il y avait justement des comités de chercheurs qui se penchaient, qui disaient que c'est vraiment mauvais, la concentration de la propriété. Puis Eric a parlé là-dessus, je pense, une dizaine d'années. Est-ce que ça a une influence sur la diversité des voix, par exemple? Donc, il n'y a jamais eu de point stable. Les lois sont présentées comme des points stables. Elles sont toujours interprétées différemment. Il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Il y a des pressions pour que ça change. Il y a des pressions pour que la loi 91, ça n'avait pas de bon sens, ça existe encore. Donc, ça prenait une nouvelle loi et c'est sûr qu'actuellement, elle n'est pas parfaite, mais ce n'était pas parfait avant non plus. Il n'y a pas un dossier où il n'y a pas eu des contestations. Moi, j'essayais de tout suivre en même temps, c'est mon temps. Et je regardais juste la question de la propriété. À un moment donné, quand c'est le gouvernement conservateur, même la propriété des télécoms est censé être canadien, mais c'est plus canadien, puis il y a quelque chose qui a été vendu au privé. Donc, il y a des principes qui sont dans les lois, mais qui ne sont pas appliqués comme ça. Ça n'a jamais existé dans un monde où il y avait une loi claire, avec des principes clairs, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas de. C'est sûr qu'avec ça, il va en avoir beaucoup de débats, mais il y en avait avant aussi. Il ne faut pas s'imaginer un monde où c'était clair et net. Je pense qu'on doit tout le temps être en décalage. Oui, mais il y a une chose qui a changé, je pense, beaucoup. C'est que lorsque je m'intéressais, par exemple, au début des années 2000, on parlait encore de Bell, de Rogers, de Québécois comme étant des géants des médias. Sauf que maintenant, en fait, les oligopoles, c'est Meta, c'est Google, c'est Netflix, c'est Amazon. On n'aurait jamais imaginé, il y a 20 ans, que quelques groupes de communication, en fait, seraient aussi dominants à l'échelle planétaire. J'allais dire sauf la Chine, grosso modo. Bon. Mais la Chine a son propre, d'ailleurs, système, de son côté.
Mais bon, et puis, parfois, il y a des accords en Inde, par exemple. Bon, mais voilà, on n'est plus du tout à la même échelle qu'il y a 20 ou 30 ans. Plus du tout. Ces lois-là, hein. Je pense que les lois, ce qu'elles veulent, c'est qu'elles veulent tenir compte justement de l'économie société qui a complètement changé. Je pense que c'est ça que ça fait. C'est ce que ça essaie de faire. Moi, j'ai beaucoup de doutes parce que je pense que le CRTC n'a pas montré jusqu'à maintenant qu'il était un organisme vraiment autonome, vraiment intéressé par les principes qu'on associe en tout cas pour nous aux communications en démocratie. J'ai des doutes parce que j'ai des doutes sur le CRTC. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de pouvoir qu'avant que c'est. Puis on avait travaillé un petit peu avec Simon, d'ailleurs, on avait essayé de comparer C11 et C18, on avait commencé à regarder, c'est les mêmes principes, la même vision du CRTC, la même vision d'État. Alors, ben oui, mais je pense que c'est ça. La loi Avia répond à ça. Wilfred l'a bien montré, hein, quand il fait son tableau annuel sur la concentration, il a fait tout ça des médias, je me souviens plus des titres, mais du titre, mais lui, il va justement travailler à propos de la concentration parmi le plus haut niveau de concentration, c'est Google, en fait. Hein, c'est pas juste YouTube et tout, mais en effet. Mais je pense que c'est à ça que nous essayons de répondre. On a vu on voit certains mouvements actuellement se passer. Par exemple, je sais que nous, on a discuté avec Spotify qui jusque-là, ne vous avez jamais parlé. C'est sûr que quand vous êtes un producteur québécois, vous avez une personne Spotify à Toronto qui ne comprend rien à notre marché. Puis c'est ça aussi, c'est l'enjeu les ressources administratives, par exemple, elles ne sont pas là parce qu'ils ont des intérêts complets de notre marché. On a rencontré Spotify qui essaie de faire des montres d'ouverture, justement, depuis qu'il y a l'adoption de ces projets de loi. On a vu aussi, justement, avec C18, certaines ententes se passer entre des plateformes et des journaux. Donc, on le voit qu'il y a quand même l'idée de vouloir se présenter en tant que des beaux joueurs, justement. Mais c'était fascinant parce qu'on montrait des données à une personne de Spotify, puis là, ça dit des choses sur la structure de ces entreprises, mais des données à Spotify sur l'écoute de musique québécoise, puis il les découvrait. Il dit, ah, vous pouvez nous envoyer ça, c'est intéressant. La personne qui était là, ce qui montre que la personne qui était là avait aucun pouvoir et aucune connaissance des données qu'avait Spotify. On fait, mais c'est vos données, ça. C'est-à-dire, les données d'écoute qu'on est en train de vous présenter, c'est les données d'écoute essentiellement sur Spotify, parce qu'on est sur l'écoute audio, puis vous êtes la première plateforme. Mais il y a tous ces noms. Mais c'est ça. Mais Netflix aussi a commencé à investir parce qu'il voulait justement montrer qu'il était un joueur vertueux. Puis on a d'autres où on est complètement sur des rapports de force très importants, comme avec YouTube, par exemple. Là, eux, ils ne veulent rien entendre de nous. Il y a Raymond qui veut s'exprimer en ligne. Raymond, à toi, la parole. Oui, Attends 2 secondes. Écoute, moi, justement, cette question du gouverneur en conseil, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. La question du gouverneur en conseil, c'est justement, c'est le conseil privé en bout de ligne. Le gouvernement, il n'y a pas un ministère qui va agir tout seul sans que le conseil privé donne son accord. Donc, c'est le conseil privé qui, en bout de ligne, va décider ça. L'appel au gouvernement en conseil n'étant plus là, il faut passer par les tribunaux. La question que ça me soulève, moi, c'est toute la question de la gouvernance du CRTC. Parce qu'on a vu à un moment donné une certaine opacité, surtout avec Scott, qui est un premier avec l'autre. Donc, on voit une espèce d'une institution qui, effectivement, va avoir de plus grands pouvoirs réglementaires par différentes ordonnances. Peu importe ce qui va finir par gagner sur le type d'intervention, je ne sais pas comment on va finir par appeler ça, mais j'aimerais avoir ton opinion sur la gouvernance même du CRTC, parce que ça ne m'apparaît pas une vedette très transparente, absolument. Je ne sais pas si j'ai tout entendu ou tout compris, mais je sais que l'appel au gouverneur en conseil, en tout cas,
C'était pour des différentes parties prenantes, puis il y en a eu plusieurs qui ont été faits au fil du temps. Vous avez quelqu'un comme Monica Hauer qui est très active aussi, qui est un groupement qui vise à représenter l'intérêt public, Mais ce qui est intéressant avec l'appel au gouvernement en conseil qu'on pouvait faire, c'est que n'importe qui peut le rédiger, puis dire qu'il y a une décision du CRTC qui, sur certains points, est contraire aux objectifs de la loi sur la radiodiffusion. On ne pouvait faire un appel au gouvernement en conseil que si on constatait qu'il y avait des éléments qui étaient contraires aux objectifs de la loi sur la radiodiffusion. Ce qui était un processus, certes, qui a ramené le politique là-dedans, mais qui était accessible au public parce que n'importe qui pouvait le faire et pas besoin d'être avocat pour rédiger ça. Ça, par exemple, c'est fini, ce que certains acteurs, justement, ont déploré. Je ne sais pas si France voulait… Non, je voulais vous dire que peut-être que pendant la communication, tout le monde se sent réveillé de son arrivée justement. Oui, parce que l'épidémie est quand même plutôt achevée, donc c'est un peu… D'ailleurs, j'allais proposer que c'est une dernière question, c'est le moment de jamais. Ben oui, et comme j'ai annoncé qu'il était midi, peut-être que là… Est-ce qu'on s'arrête là-dessus? Merci, Simon. Merci. Merci beaucoup. Et oui, donc on trouvera l'enregistrement non censuré, sauf que je pense que la vidéo passera pas. Hein. Ça va être coupé automatiquement pour des questions de droit d'auteur. Merci encore, Simon. Et à bientôt. La présentation, vous pouvez avoir accès, c'est ça,